Guerre au Moyen-Orient, le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être crédible et durable, dit Emmanuel Macron, France Info. Guerre au Moyen-Orient, le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être crédible et durable, dit Emmanuel Macron publié le 08-04-2026 6h14 mis à jour le 09-04-2026 minuit 19 Emmanuel Macron lors du Conseil de défense organisé à Paris le 8 avril 2026 sur la situation au Moyen-Orient. Tom Nicholson AFP Le président français a insisté mercredi auprès de ses homologues américains, Donald Trump, et iranien, Massoud Pezeshkian, sur la nécessité d'appliquer au Liban la trêve conclue entre Washington. Ce qu'il faut savoir, ce direct est terminé. Emmanuel Macron a insisté auprès de ses homologues américains, Donald Trump, et iranien, Massoud Pezeshkian, sur la nécessité d'étendre au Liban le cessez-le-feu conclu entre les deux pays. C'est une condition nécessaire pour que cette trêve soit crédible et durable, écrit-il, mercredi 8 avril sur X, alors que le bilan des frappes israéliennes sur le Liban s'alourdit. Un cessez-le-feu au Liban constitue l'une des conditions essentielles de l'Iran pour sa trêve avec les États-Unis, a insisté le président iranien Massoud Pezeshkian lors de l'entretien avec son homologue français, rapporte l'agence ISNA. En dépit du cessez-le-feu intervenu dans la nuit de mardi à mercredi entre Washington et Téhéran, Israël et les États-Unis considèrent que le Liban n'est pas concerné par la trêve. Près de 200 morts et 900 blessés au Liban. Mercredi soir, le ministère de la Santé libanais a revu à la hausse le bilan des frappes menées par Israël dans la journée, dénombrant 182 tués et 890 blessés. Une journée de deuil national a été décrétée. L'armée libanaise a annoncé qu'elle fermait un pont stratégique dans le sud du Liban, après avoir reçu une menace israélienne de le prendre pour cible. Il s'agit du dernier pont reliant le nord et le sud du fleuve Litani dans la région de Tyr, où des milliers de familles sont restées malgré les avertissements d'évacuation lancés par Israël. L'ONU dénonce un carnage au Liban. L'ampleur des morts lors des frappes israéliennes au Liban est épouvantable, a réagi le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, appelant la communauté internationale à aider à mettre fin au cauchemar. Un tel carnage, survenu quelques heures après la conclusion d'un cessez-le-feu avec l'Iran, défie l'entendement, a déclaré Volker Turk. Israël mène sa plus importante série de frappes au Liban depuis le début de la guerre. Israël a mené, mercredi 8 avril, sa plus importante série de frappes au Liban depuis le début de l'opération, le 2 mars, a déclaré sur X, le porte-parole de Tsahal pour les médias arabes. Des frappes ont notamment eu lieu dans la capitale, Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban. Israël avait émis un nouvel ordre d'évacuation mercredi matin pour la région de Tyr. Par ailleurs, un soldat israélien est mort mardi au Liban, a annoncé l'armée israélienne mercredi, portant à 12 le nombre de militaires israéliens tués dans les combats qui se déroulent dans le sud du pays, où l'État hébreu déclare combattre le Hezbollah, mouvement islamiste allié de Téhéran. Le Liban fait-il partie de l'accord de cessez-le-feu? C'est un sujet de discorde. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, et Donald Trump, ont tous les deux affirmé que le Liban ne faisait pas partie de l'accord de cessez-le-feu. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou estime que l'accord de cessez-le-feu n'inclut pas le Liban. En revanche, l'ambassadeur de l'Iran en France assure au micro de France Info que le Liban est également couvert par l'accord. Le Hezbollah pro-iranien n'a plus revendiqué d'attaque contre Israël depuis minuit, heure de Paris, mais l'armée libanaise a de son côté appelé les déplacés à ne pas revenir dans le sud du pays. À l'Iran de décider s'il veut que la trêve échoue à cause du Liban, dit J.D. Vance. Si les négociations échouent à cause du Liban, ce sera le choix des Iraniens, a déclaré depuis Budapest le vice-président des États-Unis, qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran. Je crois que les Iraniens pensaient que le cessez-le-feu incluait le Liban, ce qui n'était pas le cas. Nous n'avons jamais fait cette promesse, nous n'avons jamais indiqué que ce serait le cas. Par ailleurs, J. Vance a maintenu que les États-Unis s'opposent fermement à ce que les Iraniens puissent enrichir de l'uranium, contrairement à ce qu'assure Téhéran dans sa liste de clauses présentée dans le cadre de la trêve. La Turquie envoie 3 camions d'aide humanitaire en Iran. Nos camions, chargés de fournitures et d'équipements médicaux, sont partis en direction de notre voisin l'Iran, a écrit sur X le ministre turc de la Santé, Kemal Memizoglu, en affirmant vouloir panser les plaies des opprimés. Le Koweït dit faire face à une intense vague d'attaques iraniennes. Quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu, le pays déplore une vague intense d'attaques hostiles et criminelles iraniennes qui a provoqué d'importants dégâts sur des infrastructures pétrolières, des centrales électriques et des usines de dessalement. Les Émirats arabes unis ont également fait état mercredi de nouvelles attaques iraniennes par 17 missiles balistiques et 35 drones. Le Hamas qualifie la trêve d'étape importante vers la diminution de l'hégémonie américaine.
Le Kremlin a lui aussi salué un accord très important pour permettre une désescalade au Moyen-Orient, affirmant espérer prochainement des contacts directs entre des négociateurs américains et iraniens. Donald Trump salue une victoire totale et complète. Le président américain n'a pas voulu dire s'il reviendrait à ses menaces initiales de détruire les centrales électriques et les ponts iraniens si l'accord venait à échouer. Il a aussi dit à l'AFP qu'il pensait que la Chine avait contribué à amener l'Iran à la table des négociations. Il a également affirmé que les États-Unis allaient aider à mettre fin à la congestion dans le détroit d'Ormuz. Moyen-Orient. La Maison-Blanche s'en prend encore aux États membres de l'OTAN. Juste avant la rencontre entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Alliance de défense, Mark Rutte, la porte-parole du président américain, Caroline Leavitt a fait part du mécontentement de son haut boss. Il est assez triste que l'OTAN ait tourné le dos aux Américains au cours des 6 dernières semaines, quand ce sont les Américains qui financent leur défense, a-t-elle déclaré. Interrogée pour savoir si le président américain envisage de quitter l'Alliance Atlantique, elle a répondu « C'est quelque chose que le président discute et je pense qu'il en discutera tout à l'heure avec le secrétaire général de l'OTAN. » Moyen-Orient. Les frappes israéliennes sur le Liban menacent directement la pérennité du cessez-le-feu qui vient d'être conclu, alerte Emmanuel Macron, après s'être entretenu avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre, Nawaf Salam. Liban. Christopher Stokes, coordinateur des urgences de MSF au Liban. Il y a 0 secondes, les patients arrivent avec des blessures par éclat d'obus et de graves hémorragies. L'un d'eux a été admis à l'hôpital après avoir perdu ses 2 jambes. La situation est chaotique, car de plus en plus de personnes arrivent. Moyen-Orient. Le comité international de la Croix-Rouge CICR s'est dit indigné par les morts et destructions dévastatrices provoquées par les frappes israéliennes au Liban. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières MSF a pour sa part indiqué que ses équipes intervenaient face à un afflux massif de blessés, dont des enfants, à l'hôpital public Rafik Hariri de Beyrouth. Liban. Moyen-Orient. Téhéran et Washington ont accepté la nuit dernière d'engager un cessez-le-feu de 15 jours. Le problème ? Les 2 pays ne sont pas d'accord sur les termes de cet accord. Depuis plusieurs heures, les 2 parties assurent tour à tour ne pas avoir signé pour les mêmes clauses, donnant lieu à un dialogue de sourds. La première proposition en 10 points transmise par l'Iran a probablement été rédigée par ChatGPT, a fustigé le vice-président américain J.D. Vance. Elle a été immédiatement rejetée. Il existe au moins 3 propositions différentes en 10 points, d'après ce que j'ai vu circuler, a-t-il ajouté. Voici les principaux points de division. Le Liban. Un cessez-le-feu au Liban constitue l'une des conditions essentielles de l'Iran énoncée dans son plan en 10 points, a insisté le président iranien Massoud Pezeshkian, cité ce soir par l'agence ISNA. À l'inverse, Israël et les États-Unis maintiennent que le pays n'est pas inclus dans l'accord de cessez-le-feu. Le détroit d'Ormuz. Le président américain a crié victoire en annonçant cette nuit la réouverture du détroit d'Ormuz. De son côté, l'Iran a accepté un passage sécurisé du détroit sous conditions pendant la trêve et évoqué la mise en place d'un péage. Le nucléaire. Le vice-président américain J.D. Vance a maintenu que les États-Unis s'opposent fermement à ce que les Iraniens puissent enrichir de l'uranium, contrairement à ce qu'assure Téhéran dans sa liste de clauses présentée dans le cadre de la trêve. Bruno Tabat, l'artiste et écrivain libanais. Il y a 0 secondes, il faut qu'on se mobilise pour arrêter ce carnage au Liban. Il faut qu'on impose de vraies sanctions. Le Liban ne peut pas être abandonné, ne peut pas être sacrifié. C'est la crédibilité du droit international qui est en jeu au Moyen-Orient. Et or que le cessez-le-feu soit crédible et durable, il doit être pleinement respecté par chacun des belligérants, sur tous les terrains des affrontements, y compris au Liban, a fait savoir Emmanuel Macron, à ses homologues iraniens et américains. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République déclare s'être entretenu par téléphone dans la journée avec le président iranien, Massoud Pezeshkian, ainsi qu'avec le président américain, Donald Trump. Emmanuel Macron assure avoir également échangé sur le sujet avec les dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis, du Liban et des Irak. Alerte France Info. Il y a 0 secondes. Moyen-Orient. Les frappes israéliennes menées aujourd'hui contre le Liban ont fait au moins 182 morts et 890 blessés, annonce le ministère de la Santé libanais dans un nouveau bilan. Liban. Moyen-Orient. Je pense que les prix à la pompe en France vont rester élevés. À l'antenne de France Info, Omeyoun Falakchahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Capleret, a estimé que les chances d'un accord restent faibles au Moyen-Orient. Carburant. Moyen-Orient. Après une série de frappes israéliennes qui ont fait plus de 100 morts, au Liban, le Premier ministre Nawaf Salam a décrété une journée de deuil national demain. Son bureau a fait savoir dans la soirée que le Premier ministre avait l'intention de mobiliser toutes les ressources politiques et diplomatiques du Liban pour arrêter la machine à tuer israélienne. Le dernier bilan des frappes s'établit à 112 morts et 837 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.
Moyen au riz. Après la tombée de la nuit, les secours libanais continuaient d'inspecter les débris d'un immeuble dans le quartier de Taleh El-Kaya, à Beyrouth, touché par des frappes israéliennes. Nura Angal Anadolu AFP Emiliano Moronati AP SIPA. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question. Connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer. Au live, vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0/999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réclame une baisse des prix à la pompe à la fin du week-end, début de semaine prochaine, France Info. Le Premier ministre Sébastien Lecornu réclame une baisse des prix à la pompe à la fin du week-end, début de semaine prochaine. Sébastien Lecornu a par ailleurs déclaré n'avoir pas d'opposition de principe à l'initiative prise par 5 pays européens pour la mise en place d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques. Publié le 08-04-2026 16h01 mis à jour le 08-04-2026 16h34 temps de lecture, 2 minutes en France, les prix des carburants pourraient baisser de 5 à 10 centimes le litre très rapidement, affirme le président de l'Union française des industries pétrolières. Mathieu Thomasset en Lucas AFP. Le gouvernement affiche son impatience. Sébastien Lecornu a demandé, mercredi 8 avril, après l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran, que les prix de l'essence à la pompe baissent d'ici à la fin du week-end ou au début de la semaine prochaine, alors que le gouvernement réunira jeudi à Bercy l'ensemble des acteurs de la filière. Lorsque la crise a démarré, les prix ont augmenté très vite à la pompe alors que les citernes avaient été achetées et remplies avant le début de la guerre. Donc autant le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine, a déclaré le Premier ministre devant le Sénat. Devant le Sénat, Sébastien Lecornu a également évoqué des mesures réglementaires qui vont être prises par le ministre des Transports pour permettre des acheminements logistiques exceptionnels la nuit, le week-end et permettre, ici ou là, de régler les problèmes d'approvisionnement dans les stations-service. Le gouvernement va par ailleurs continuer sa politique d'accompagnement, d'aide ciblée, a ajouté le Premier ministre, évoquant un nouvel outil d'accompagnement de nos agriculteurs qui sera détaillé mercredi ou jeudi par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. L'exécutif avait annoncé vendredi 27 mars un plan d'aide de près de 70 millions d'euros pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants, pêche, agriculture et transport. Sébastien Lecornu a par ailleurs déclaré n'avoir pas d'opposition de principe à l'initiative prise par 5 pays européens pour la mise en place d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques. Le prix du gaz européen a reculé d'environ 20 mercredi à l'ouverture, dans la foulée de ceux du pétrole, qui retombait sous la barre des $100 le baril, quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran. En France, les prix des carburants pourraient baisser de 5 à 10 centimes le litre très rapidement, selon le président de l'Union française des industries pétrolières Olivier Gantois. Sujet suivant. Je pense avoir été cohérent. À son procès en appel, Nicolas Sarkozy réfute à nouveau tout financement libyen de sa campagne de 2007, France Info. Lors de cette deuxième journée d'interrogatoire, l'ancien président de la République a nié avoir bénéficié d'argent de la part du régime de Mouammar Kadhafi. Et il a lâché son ancien collaborateur Claude Guéant, absent pour raison de santé.
Nicolas Sarkozy reprend du poil de la bête. Après une première journée d'interrogatoire de 8 heures sur les circonstances du pacte de corruption et qu'il est soupçonné d'avoir noué avec la Libye de Mouammar Kadhafi, l'ancien président de la République a répondu avec davantage de verve, mercredi 8 avril, devant la Cour d'appel de Paris. L'interrogatoire a porté sur les millions d'euros versés par la Libye qui auraient pu servir à financer sa campagne présidentielle de 2007. Aux yeux de Nicolas Sarkozy, 6 des protagonistes de cette affaire ont affirmé que de l'argent libyen a transité pour alimenter sa campagne, c'est par désir de vengeance. C'est la haine qui s'immisce, déclare-t-il, en référence aux déclarations de Saïf al-Islam Kadhafi, fils du dictateur mort le 3 février en Libye, qui avait révélé en 2011 que Nicolas Sarkozy avait bénéficié d'un financement libyen. La haine, Nicolas Sarkozy répète encore ce mot, avec morgue, au sujet de l'homme d'affaires Ziad Takieddine. Considéré comme un intermédiaire, le franco-libanais, jugé par défaut l'année dernière, est mort à la veille du jugement. À l'instar de son premier procès, Nicolas Sarkozy l'a chargé à nouveau mercredi. Selon lui, Ziad Takieddine a livré 16 ou 17 versions différentes des faits. On est dans un asile d'aliénés, mobilisés par la haine. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République devant la Cour d'appel de Paris aujourd'hui, je sais que l'argent libyen a servi à financer le train de vie de Ziad Takieddine, assure l'ex-chef de l'État à la barre, vêtu à nouveau d'un costume cravate sombre sur une chemise blanche, un stylo toujours entre les mains. Une partie de ces versements a-t-elle pu circuler pendant sa campagne présidentielle? En première instance, le tribunal n'a pas été en mesure de le démontrer. Il n'a pas non plus été prouvé qu'un volume d'espèces supérieur à 35 000 € a été versé. Ce qui a conduit à la relaxe de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne électorale. Mais devant la Cour d'appel de Paris, il est à nouveau jugé pour ce délit. Nicolas Sarkozy commence par expliquer pourquoi Éric Woerth, trésorier de l'UMP à l'époque des faits, connu pour une certaine rigueur, devient aussi trésorier de sa campagne. Et comment, dès son accession à la présidence de l'UMP, en novembre 2004, les deux hommes mettent en place un système de cercle de donateurs, avec des dîners de levée de fonds. Résultat, les cotisations ont été multipliées par 4 et les dons sont montés à 4 millions en 2005. Les dons ont continué d'affluer, de façon anonyme, pendant la campagne de 2007, selon les explications d'Éric Woerth. Interrogé par la Cour d'appel de Paris mi-mars, l'ancien trésorier a parlé d'enveloppes avec des espèces, envoyées ou déposées au siège de l'UMP et au QG de campagne. D'après lui, de mystérieux donateurs ont effectué une dizaine d'envois pour un total de 30 000 ou 35 000 €. Nicolas Sarkozy reste sur la même ligne, il n'y a pas eu de circulation d'espèces dans ma campagne, au-delà de quelques remboursements de frais dont a parlé Éric Woerth. C'est que je sais et c'est ce que je crois. Il n'y a pas eu de circulation de liquide dans ma campagne en 2007. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République devant la Cour d'appel de Paris. Le président de la Cour, Olivier Géron, insiste. Le prévenu, lui, trépigne. Cette campagne a été vérifiée par des juges d'instruction à 2 reprises. Il n'y a pas eu une enquête, une instruction, il y en a eu 2. Martèle Nicolas Sarkozy. Et on n'est pas fichu de trouver un seul fournisseur payé en cash, y compris les plus petits, y compris le resto du Fouquet's, le fameux. Le magistrat s'intéresse aussi au rôle crucial de Claude Guéant, directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy. Pourquoi choisir un profil qui n'a pas d'expérience électorale? J'avais besoin d'une équipe de techniciens, une team de grosses têtes avec une expérience technocratique, alors que j'étais plutôt vu comme un produit politique pur, justifie l'intéressé. Savait-il qu'à partir du printemps 2007, Claude Guéant avait loué un vaste coffre-fort dans une banque au cœur de Paris, pour y entreposer des espèces? Non, répète l'ancien chef d'État. Alors le président de la Cour s'y prend autrement, Olivier Géron revient sur les dépôts et paiements en espèces effectués par Claude Guéant, en plus des dons à ses enfants, lorsqu'il était secrétaire général à l'Élysée. Au total, 324 657 €, expose Olivier Géron. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela, demande le magistrat à Nicolas Sarkozy, qui fronce les sourcils. Je ne connais pas la vie personnelle et la façon dont Claude Guéant règle ses dépenses. Il ne m'en a, pour le coup, jamais parlé. C'est à monsieur Guéant d'expliquer ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Or, l'ancien collaborateur est absent de ce procès en appel pour raison de santé. Moi, je ne peux pas dire comment Claude Guéant gère ses courses ou alimente les comptes de ses enfants, franchement. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République devant la Cour d'appel de Paris. Le président de la Cour rebondit et sous-entend que Claude Guéant, accusé d'enrichissement personnel,
a pu profiter de la situation. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, vos intérêts, et les intérêts de vos collaborateurs, étaient toujours identiques? J'en avais la certitude. Depuis que je me plonge dans le dossier, je l'ai moins, concède Nicolas Sarkozy, qui lâche, sans hésitation, son ancien collaborateur. L'ex-chef d'État enfonce le clou en fin d'après-midi, je n'ai jamais été invité chez Monsieur Guéant. On n'avait pas de vie mondaine ou sociale ensemble. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République devant la Cour d'appel de Paris sur de lui, Nicolas Sarkozy pense avoir été cohérent en cette deuxième journée d'interrogatoire. C'est déjà un grand pas vers la crédibilité, s'empresse-t-il d'ajouter. Au plan judiciaire, c'est plus compliqué que ça, Monsieur Sarkozy, rétorque le président de la Cour, avant de suspendre l'audience. Il reste à l'ancien président de la République 1 jour et demi d'interrogatoire pour convaincre. Sujet suivant. Nous avons vécu l'horreur quotidienne et l'arbitraire permanent. Découvrez la première prise de parole de Cécile Colère et Jacques Paris après leur libération, France Info. Publié le 0804-2026 18h51 mis à jour le 0804-2026 19h03 temps de lecture, 1 minute, vidéo. 4 minutes Cécile Colère et Jacques Paris sont arrivés mercredi dans la matinée à Paris et ont été reçus au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Le président de la République avait annoncé mardi la libération de ces deux enseignants français, qui ont passé presque 4 ans dans les geôles iraniennes. Nous étions des otages d'État. Dans leur première prise de parole après leur arrivée à Paris, mercredi 8 avril, Cécile Colère et Jacques Paris ont dénoncé le régime qui leur a été imposé en Iran. Nous avons vécu l'horreur quotidienne et vécu l'arbitraire permanent, a déclaré l'ex-détenu devant les caméras. De son côté, son compagnon a déploré des conditions de détention inhumaines et témoigné qu'il n'avait aucun droit, ni de lire ni d'écrire. Nous étions sous menace permanente, nous sortions de notre cellule les yeux bandés, a-t-il encore affirmé, assurant toutefois qu'il n'était pas brisé. Nous allons témoigner et profiter de la vie. Vive la vie, a-t-il conclu. Cécile Colère, une professeure de lettres, et Jacques Paris, enseignant retraité, avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran. Emprisonnés notamment dans la sinistre prison d'Evin, ils avaient été condamnés en octobre 2025 à respectivement à 20 et 17 ans de prison, notamment pour espionnage, avant d'être remis en liberté le 4 novembre 2025 mais avec l'interdiction de quitter la République islamique d'Iran. Le président de la République avait annoncé mardi la libération de ces deux enseignants français, avant de les recevoir au palais de l'Élysée. Sujet suivant. Ligue des Champions, supérieure à Liverpool, le PSG prend l'avantage avant le quart de finale retour. Le club parisien a largement dominé des restes privés du ballon et sans grandes ambitions offensives, mercredi, au Parc des Princes 2-0. Une année n'a pas suffi à inverser le rapport de force. Le Paris Saint-Germain est toujours supérieur à Liverpool. Le club de la capitale en a fait la nouvelle démonstration, mercredi 8 avril, dans un quart de finale aller à sens unique. Face à des restes qu'on savait en délicatesse, mais qu'on n'attendait peut-être pas aussi peu ambitieux dans le jeu, les Parisiens n'ont pas manqué le coche pour prendre un avantage non négligeable 2-0 désiré des hauts accent aigu fait chavirer le Parc des Princes. Le PSG mène 1-0 face à Liverpool après 11 minutes. Quel début de match pour les Parisiens. Et c'est en direct sur Canal PSGlive UCLPIC.twitter.com RPM Guide Canal Foot Canal Plus Foot April 8, 2026. Les tendances de l'avant-match se sont tout simplement confirmées. Malgré un hiver brumeux, qui a dégonflé une partie des attentes, le Paris Saint-Germain reste ce champion des Europes en titre qui tyrannise les meilleurs clubs d'Angleterre. Sans rendre la meilleure copie de sa saison européenne, l'équipe de Luis Enrique a étouffé son adversaire avec un pressing efficace et en confisquant le ballon 75. En 90 minutes, elle n'aura subi que 3 tirs aucun cadré. La dernière fois que le PSG en avait encaissé moins était déjà face à Liverpool, au Parc des Princes en mars 2025-2. Kvaratskhelia encore présent dans les grands soirs désirés Doué a débloqué la soirée au bout de 10 minutes de jeu, d'une frappe enroulée involontairement déviée par Ryan Gravenberch est venu lober Giorgi Mamardashvili 11e. Le but du 2-0 aura mis du temps à se dessiner. Après un retour des vestiaires un peu hasardeux, la solution est venue de Kvisha Kvaratskhelia. Le meilleur buteur parisien en Ligue des Champions cette saison 8 buts a réalisé le break à l'heure de jeu au terme d'un slalom d'une extrême lucidité dans une surface pourtant bien gardée 65e. 6 à 20 ans et 309 jours, Désiré Doué devient le 6e plus jeune joueur à atteindre les 10 buts en Ligue des Champions derrière Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham et Karim Benzema.
Aptonyme. PIC.twitter.com 4km8nmt Sisyphe Optagen April 8, 2026 et le score aurait pu et dû être plus lourd. En plus de 2 pénaltys étudiés, mais pas accordés par la VAR, les Parisiens ont gâché plusieurs face-à-face. Désiré Doué a échoué à passer le ballon entre les jambes de Mamardashvili 37e. Nuno Mendes a de son côté oublié de tirer alors qu'il avait fait le plus dur 89e. Enfin, Ousmane Dembélé aura manqué des adresses, à l'image de sa frappe trop molle alors qu'il était seul au point de pénalty 42e, même s'il a fracassé le poteau en toute fin de match dans un angle plutôt fermé 87e. Quitter le Parc des Princes avec moins de 2 buts d'avance aurait été un mauvais résultat pour ce PSG toujours aussi conquérant dans les grands soirs. Contrairement à l'an passé 0-1 après le hold-up du match aller, les hommes de Luis Enrique se déplaceront à Anfield, mardi prochain, dans la peau de l'équipe virtuellement qualifiée pour le prochain tour.